Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième numéro spécial quotidien en direct consacré au coronavirus. C'est Paris-Normandie qui vous propose ce contenu, c'est PNTV qui le produit. Vous participez, vous commentez, vous interagissez. On fait ce rendez-vous ensemble. C'est une nouvelle façon de pratiquer l'information et la vie des médias. On est ensemble pour essayer de tout décortiquer et surtout de tout expliquer. Bienvenue dans Ligne ouverte. Au sommaire de ce deuxième numéro, le préfet de région et de Seine-Maritime également sera présent en direct à 12h30. Nous irons en direct aussi au contact d'un médecin ORL, découvrir son quotidien. Ça sera le docteur Sansinena. Le président d'une clinique privée aussi sera avec nous. On parle beaucoup des CHU et c'est tout à fait normal. Mais qu'en est-il de l'avis des établissements de médecine privée? Mathias Martin, le président de la clinique Saint-Hilaire, sera avec nous. Et puis on ira au Havre également avec Christophe Préteux, journaliste responsable de la rédaction de Paris-Normandie, et on retrouve tout de suite, comme chaque jour, Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris-Normandie. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvain, je dis bonjour et aussi bonjour à Anthony Quindroy, qui est également. avec nous aussi. Bonjour à vous. Anthony Quindroy, journaliste résident de Ligne ouverte avec Thomas Dubois, qui nous rejoindra demain. Thierry, aujourd'hui, toute la rédaction mobilisée de Paris-Normandie titre La France à l'arrêt. C'est la une de ce mercredi 18 mars, puisque nous sommes en direct. Il est midi 6 ou 7 à peu près. Thierry, le point d'actu du rédacteur en chef, comme chaque jour. Oui, pourquoi ce titre, La France à l'arrêt? C'est même aussi la Normandie à l'arrêt, puisqu'hier, une nouvelle étape a été franchie dans les mesures gouvernementales, avec à partir de 12h, donc cette interdiction de circuler, sauf si vous avez un sauf-conduit, vous rempli le formulaire qui est disponible dans nos colonnes, que vous pouvez découper en page 18, si je ne me trompe pas aujourd'hui. Il vous faut une attestation pour chaque sortie, donc... il y a des contrôles, hein, bien sûr. Vous avez Je le montre, Thierry, je le montre pendant oui. que vous continuez. Effectivement, vous avez raison, vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien en page 18. 4 exemplaires. Voilà, 4 on a exemplaires. pensé aux gens qui sont en famille, aux couples, qui doivent sortir éventuellement 2 fois par jour. Donc tous les jours, vous retrouverez cette attestation qui est obligatoire pour toute sortie du domicile. Ça vous évite de le recopier sur un bout de papier, si vous n'avez pas d'imprimante, si voilà, tout le monde n'est pas équipé avec un équipement informatique de base. Et là, Thierry, lecteurs. avec la rédaction, vous avez réagi très vite, puisque hier midi, on était ensemble, et vous êtes nombreux à nous avoir dit, mais comment je fais si ma connexion Internet ne fonctionne pas, si je n'en dispose pas, enfin bref, si je ne peux pas télécharger? Voilà, vous trouvez les 4 Oui, ça faisait formulaires. partie des questions des auditeurs hier midi, lors de la première émission, donc on a répondu, on a réagi directement. Le matin, on y avait pensé, mais les questions des auditeurs nous ont confirmé qu'effectivement que c'était une bonne idée de proposer ce petit service à nos lecteurs. Donc reportage hier sur le terrain, notamment à midi, donc dans les grandes villes, dans toutes les villes de Normandie, avec effectivement le constat que les gens respectent plutôt bien cette forme de couvre-feu. On reportage aussi avec les forces de l'ordre. On a vu que les forces de l'ordre étaient mobilisées, police municipale, police nationale, gendarmerie en zone rurale. Les contrôles ont eu lieu. Hier, on était sur du contrôle préventif en disant voilà, on va bientôt vous mettre des amendes si vous circulez. Et effectivement, aujourd'hui, à partir de ce matin, les policiers et les gendarmes sanctionnent et délivrent des amendes. Bah justement, Thierry, je vous propose qu'on passe aux images. C'était hier après-midi, 2h à peu près, 2h, 2h30, après cette fameuse mise en place des mesures de restriction de circulation. Le préfet, Pierre-André Durand, est descendu place Cauchoise au contact des forces de l'ordre pour justement contrôler le dispositif. Regardez. Comme vous le savez, depuis midi, les déplacements ne sont plus autorisés, hormis pour une certaine catégorie de personnes, enfin, c'est-à-dire tous les déplacements alimentaires, de santé, familiaux, pour des raisons impératives demeurent autorisés, bien sûr, de même que pour aller sur son travail quand il n'y a pas d'autres moyens par exemple que le télétravail. Il est possible à ce moment-là d'aller sur son lieu de travail, mais il faut toujours avoir cette attestation réglementaire que vous connaissez désormais, qui est accessible sur le site du gouvernement ou sur le site de la préfecture, ou si on n'a pas Internet, qui peut être rédigé de manière manuscrite. Il s'agit simplement que chaque citoyen se pose la question avant de sortir, je dirais, du bien fondé de son déplacement. En dehors de ces cas-là, évidemment, les déplacements sont interdits. Le ministre de l'Intérieur l'a dit très clairement, l'a rappelé encore ce matin au sortir du Conseil des ministres. Et s'il devait y avoir des infractions, si cette règle n'était pas respectée,
les services de police, les services de gendarmerie vont effectuer des contrôles, effectuent des contrôles depuis ce midi. Et les personnes qui ne respecteraient pas ces règles s'exposent évidemment à des sanctions pénales, donc à des contraventions. Pour le moment, donc, les policiers, les forces de police fonctionnent de façon normale. La capacité opérationnelle de nos services n'est pas obérée pour le moment. Des dispositifs sont prévus si effectivement la situation devait se dégrader et si des policiers devraient être absents pour différentes raisons, parce qu'ils seraient malades ou parce qu'ils devraient notamment garder des enfants retenus à la maison. Nous adapterons le dispositif, bien entendu, et tout ça est prévu dans ce qu'on appelle un plan de continuité d'action des services. Donc vous circulez pourquoi, madame donc? Les courses. Pour faire les courses, ok. Oui. Ça marche. Vous venez de Bon Secours et vous allez où faire vos courses? Je vais à Leclerc à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est là où je fais mes courses habituellement. D'accord, ok. Bon bah. Et madame pareil parce qu'elle n'a pas le permis. Alors nous on est agréablement surpris que toutes les personnes sont bien en possession dans leur dérogation et ont bien compris le système. Bon, même si il y a des petites règles à rappeler, parce que certaines personnes nous ont présenté des dérogations où ils ont coché toutes les cases. Donc on leur explique simplement que la dérogation ne vaut que pour un motif et qu'elle est quotidienne et que chaque jour, si on peut faire autrement, on ne circule pas. Si on ne peut pas faire autrement, on circule et on télécharge cette dérogation. Pardon monsieur, comment vous vivez ces mesures de contrôle? Comme tout le monde, c'est tout à fait logique et légitime, donc on va jouer le jeu comme tout le monde. Et vous voyez, je viens de Bretagne, je fais plus de 900 km pour récupérer ma belle maman. Je suis vraiment un gendre modèle, mais bon, voilà. Non, mais tout le monde va jouer le jeu, j'en suis certain, on est dans un pays responsable. Je suis sur la route parce que je travaille pour des personnes aides ménagères, pour des personnes qui en ont besoin. Et c'est vrai que c'est pas évident pour nous et nos enfants parce qu'on reste continuellement à la maison à les protéger aussi. Donc je sors juste pour le travail, c'est tout, exceptionnellement. C'était hier après-midi à 14h30. Message des internautes, on a Mathieu Laurent, c'est un fidèle. Donc les fidèles, je leur fais un petit coucou personnalisé. Merci Mathieu de nous suivre régulièrement. Et puis on nous dit aussi, messieurs, les routiers, est-ce qu'on les oublie? Non, les routiers ne sont pas oubliés. C'est une activité qui est autorisée, c'est partie des métiers qui peuvent continuer à fonctionner, au même titre que les commerces de bouche, donc les routiers, dans le cadre de la continuité de la vie économique du pays, ont l'autorisation de circuler et de travailler. Alors pendant qu'on vous montre quelques images qui ont été faites par notre photographe de presse vidéo également, Boris Mallard, Anthony Quindroy, vous nous rappelez les mesures très précises à respecter et à surtout ne pas y déroger. Eh bien, tout simplement la première mesure, on l'a répété déjà plusieurs fois, la mesure phare c'est de rester chez soi et quand on doit vraiment sortir, on remplit l'attestation de déplacement dérogatoire. Je rappelle qu'elle est disponible sur internet mais aussi elle sera publiée chaque jour dans votre quotidien Paris-Normandie en plusieurs exemplaires si vous êtes plusieurs ou si vous avez besoin de sortir plusieurs fois. Il faut la remplir scrupuleusement. On ne sort pas comme ça juste pour le plaisir. On sort avec un objectif, c'est-à-dire on a besoin de faire des courses, on a besoin de sortir son chien aussi. On a un rendez-vous médical, enfin voilà, mais on veut faire du sport. Mais alors pareil, du sport, on part pas pendant 2 heures pour préparer un semi-marathon. On fait du sport à proximité de chez soi. Et tout seul, voilà, on ne rejoint pas des groupes d'amis pour s'entraîner et pour passer le temps. Je rappelle aussi que les amendes ont augmenté depuis ce matin, c'est officiel. Ça a été publié au journal officiel. On est passé maintenant c'était 38 €, on est passé de 135 à, voire dans certains cas, 375 € si on ne suit pas scrupuleusement ces règles. Alors manifestement, Anthony et Thierry, manifestement nos concitoyens suivent les règles puisque vous avez vu sur les images, la ville est vraiment... Ah non, alors Thierry Rabillet fait la moue. On a déjà quelques témoignages où il y a des incivilités qui ont été relevées hier. Alors dites-nous. Par exemple, organisation de petits tournois de foot entre copains dans certains quartiers. On a même eu dans la région d'Elbeuf organisation d'un barbecue. Donc il y a eu intervention des forces de l'ordre. Donc vous voyez, globalement, on va dire à 95%, les mesures sont bien respectées. Les gens sont responsables et se tiennent aux mesures qui ont été demandées. Mais il y a par-ci par-là des dérives, des excès et des gens qui ont encore du mal à se conforter et à respecter les règles établies.
Après, j'espère que ça reste vraiment des petits points comme ça, parce que globalement, même en venant ce matin au travail, il n'y avait personne sur la route. On a croisé quasiment personne à pied. Enfin, voilà, j'ai l'impression quand même que ça rentre dans l'esprit des gens que pour lutter contre la propagation du virus, il faut rester chez soi. Voilà, dans un quart d'heure à peu près, restez avec nous. Dans un quart d'heure, nous serons avec le préfet de région et le préfet de Seine-Maritime. Et puis, juste après, nous irons également au Havre en liaison duplex. Qu'en est-il là-bas dans cette ville portuaire de la mise en place de ces mesures? Mais tout de suite, nous avons un médecin, un professionnel de santé, puisque chaque jour, on sera avec tous ceux qui sont au travail, à la tâche pour lutter le mieux possible contre cette épidémie. On est avec le docteur Olivier Sansinena. Bonjour docteur. Oui, messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, je le reprécise, vous êtes un médecin ORL, c'est-à-dire que justement, ça tombe bien. Tout ce qui se passe là dans la sphère ORL et dans les bronches et les poumons, c'est votre spécialité. Vous êtes médecin libéral. Première question, puis après, je vous laisserai peut-être aussi aux questions de Thierry Rabillet et d'Anthony Quindroy. Comment vous vivez, vous, à titre personnel, ce moment très particulier pour les professionnels de santé? Alors, écoutez, oui, bonjour à tous. Tout d'abord, c'est une période très difficile, bien sûr. On est tous confrontés à une pandémie qu'on n'a jamais connue et de nous adapter à la fois en tant qu'individu et professionnel de santé, ce n'est pas facile. Alors je crois, docteur, que vous avez stoppé les consultations dans votre cabinet. C'est ce que je voulais vous signaler. Voilà. Alors expliquez-nous. On a un groupe de 5 ORL en ville. On a pris la décision, suite à l'intervention du président de la République, de stopper toutes nos consultations non urgentes, et je crois que ça, ce n'est pas tellement bien perçu par la population, parce que nos chers secrétaires qui font un boulot formidable et qui annulent les rendez-vous pendant 2 semaines se font parfois, j'allais dire, interpellés par les patients qui ne sont pas contents. Les gens n'ont pas bien compris que une des premières mesures de précaution aujourd'hui, c'est de rester chez soi, de ne pas bouger dans la mesure du possible. Donc tous les soins médicaux non urgents doivent être décalés et annulés jusqu'au mois de mai. Nous pensons, nous avons tout annulé jusqu'au mois de mai et nous gardons un système d'urgence pour les consultations ORL urgentes en relais de nos collègues de médecine de ville qui bien sûr sont débordés. Donc nous, c'est par exemple, je vous cite des cas les plus graves ORL, les saignements de nez, ce qu'on appelle l'épistaxis grave, le grand vertige où la personne ne peut plus tenir debout, les problèmes respiratoires bien sûr. Donc tout ça, on a un système de garde sur notre numéro de téléphone en ville, mais j'insiste vraiment pour que les patients comprennent qu'il faut arrêter les consultations médicales non urgentes. Ouais. Alors, docteur, j'en profite parce que vous le savez, on est en direct avec les internautes. Question simple, à laquelle, à mon avis, vous avez la réponse, puisque vous êtes le spécialiste de cette médecine pulmonaire. Notamment, une personne sur les réseaux nous dit je suis asthmatique, est-ce qu'il faut que je continue à aller travailler ou est-ce qu'il vaut mieux que je reste chez moi? Non, je crois que si la personne est bien équilibrée, si elle n'a pas de fièvre, encore une fois, le maître symptôme aujourd'hui, c'est en effet la fièvre et la gêne respiratoire avec une toux importante. Si cette personne n'a pas de symptômes, s'il est bien équilibré avec son traitement, il peut aller, et s'il doit aller travailler, s'il est parmi les professions qui doivent aller travailler, il peut y aller sans problème. Il n'y a pas de souci, vous voyez, mais il faut essayer de s'adapter chacun, ce qui n'est pas évident. Thierry Rabillet. Oui, bonjour docteur. Vous avez précisé au début de votre intervention, donc vous êtes médecin de ville. Qu'en est-il aujourd'hui de vos relations avec l'Agence régionale de santé concernant éventuellement une réquisition pour aller aider vos collègues au CHU, dans les hôpitaux publics, en cas d'arrivée massive de malades? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que vous avez déjà un début de scénario concernant réquisition des médecins de ville pour aider vos collègues hospitaliers? Alors, en effet, c'est une question intéressante. Alors, nos cliniques, notamment à Rouen, la clinique Saint-Hilaire, je crois qu'il y a la clinique aussi de l'Europe, sont des cliniques qui sont quasiment au ralenti. Ça tombe bien, docteur, je me permets de garder le fil de votre idée, mais juste après vous, on aura justement le président de la clinique Saint-Hilaire. D'accord. Les cliniques sont au fonctionnement minimum pour pouvoir accueillir, je pense, tous les patients qui vont déborder de l'hôpital. Et nous, on est en attente aussi dans nos cabinets de ville
C'est pour ça qu'on a supprimé les consultations programmées non urgentes pour être disponible, bien sûr, en cas de demande de nos confrères hospitaliers pour aller les aider, soit au téléphone, soit sur le terrain. Oui, on est tout à fait mobilisés. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, aujourd'hui, il ne faut plus venir dans les cabinets médicaux de ville pour une consultation banale. Vous voyez, je crois qu'il faut privilégier la téléconsultation, ce que moi je fais, c'est ce que nous faisons dans notre cabinet, et garder la place pour les rendez-vous urgents et pour l'aide aux hospitaliers qui va arriver, c'est évident. Thierry, vous vouliez intervenir ? Oui, donc vous êtes tous mobilisés, on sent une solidarité dans le corps médical et je pense que ça dépassera largement le cadre des médecins, peut-être d'autres professions paramédicales, sur des professions alternatives où les gens qui interviennent dans le milieu médical risquent d'être aussi sollicités dans les prochains jours. Et on peut imaginer que chacun répondra favorablement à tous les appels de détresse ou d'aide pour aider les hôpitaux à gérer la crise. Oui, là aujourd'hui, je crois qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas... c'est la médecine en général. Hein. Alors c'est vrai que la médecine de l'hôpital est en première ligne, mais nous, les médecins de ville, les médecins qu'on appelle libéraux, on est en arrière, en relais pour aider, bien sûr. Et il ne faut pas oublier qu'on est une des meilleures médecines au monde, donc il faut rester très positif. Et ce que font tous les gens aujourd'hui mobilisés, c'est exceptionnel. Donc il faut continuer... se serrer les coudes tous ensemble, c'est sûr. Merci beaucoup, docteur Olivier Sancinena. Peut-être, si vous pouvez répondre très rapidement, une dernière question. On nous dit que lorsque l'on contracte le virus, la maladie, la fièvre, en général, si elle arrive, est faible. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 28. Alors, ça peut être difficile. 38. Pardon, excusez-moi. 28, j'étais un peu pessimiste ou optimiste, hein, comme vous voulez. 38, évidemment. Oui. Ça veut dire que c'est pas forcément évident de se dire, finalement, entre 37,5 et 38, pas évident à détecter soi-même. C'est vrai, non, mais c'est évident que ce virus, c'est très compliqué, c'est un virus respiratoire, et en effet, les symptômes sont tout à fait non spécifiques, hein, c'est-à-dire que c'est une fièvre, un peu des courbatures, le nez qui coule, un peu mal à la gorge, vous voyez, et donc c'est très difficile de savoir si c'est le coronavirus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que toute personne qui a en effet un petit 38, une toux qui ne se sent pas bien, il faut qu'il reste chez elle. Confinement total, on l'a déjà dit. La meilleure des préventions, c'est l'isolement à la maison, surveillance de la fièvre, surveillance de son état respiratoire. Et si ça s'aggrave, on appelle son médecin généraliste et non plus le 15 pour l'instant. Et surtout, n'allez pas encombrer non plus les salles d'attente du médecin généraliste. S'il y a un petit 38, on prend un peu de Doliprane et un paracétamol, ça suffit, vous voyez. Donc il faut... Ok, docteur. Essayer de ne pas paniquer, de garder ses réflexes pour tout le monde. Merci beaucoup, Olivier Sancinena, médecin spécialiste ORL. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne journée. Messieurs, pendant que nous étions avec le docteur Sancinena, des réactions et des questions des internautes, on nous questionne sur ces policiers qui sont en ville et qui ne portent pas de masque. À partir du moment où ils respectent aussi la distanciation sociale, il n'y a pas de problématique. Le virus se transmet avant tout par les postillons, par les crachats, donc il faut inhaler le virus. Donc pour l'instant, il n'y a pas de consigne de systématiser le port d'un masque, soit chirurgical qui sert globalement à pas grand-chose, ou d'un masque FFP2, FFP3 qu'on peut découvrir beaucoup plus, qui est beaucoup plus régulier dans l'industrie notamment. On a vu pendant la crise de Lubrizol où les pompiers, les policiers, les gendarmes qui sécurisaient le site utilisaient ce type de masque type industriel dans les usines type Seveso avec des rejets chimiques. Donc ces masques-là, ils sont à utiliser vraiment en cas de force majeure. Il en manque dans les milieux hospitaliers. Il y a beaucoup de témoignages actuellement que nous recueillons dans les milieux hospitaliers de toute la Normandie où ces masques-là ne sont pas assez en nombre. Il y a une entreprise qui est censée les produire en masse, annonce 15 millions d'exemplaires sur un mois. Donc ça ne sera peut-être pas suffisant. Donc la priorité des masques, c'est sur les milieux hospitaliers. Car les infirmières, les soignants auront besoin de ce type de masque-là lorsqu'il y aura des pathologies avérées de Covid-19. Donc il ne faut pas non plus distribuer de façon
ridicule des masques partout en masse à tout le monde. Il faut quand même penser d'abord aux soignants. Ce sont eux qui seront en première ligne dans quelques jours, dans quelques semaines, si la pandémie se propage et arrive aussi en Normandie. Donc pensons aux soignants, parce qu'eux, ils ont aussi des familles, ils sont en première ligne, ils seront en contact avec des gens qui seront infectés, et il faudra penser à les soigner et à les protéger, parce que s'ils ne sont pas protégés, eux, et ensuite, ils risquent de répandre le virus partout. Il a été rappelé effectivement au début de la crise que le masque servait surtout à protéger les autres de nos potentielles infections et pas foncièrement à se protéger de l'extérieur. Donc autant effectivement le laisser à des personnes qui en ont le plus besoin. Nous sommes ensemble, nous sommes en direct. Cette émission, on l'a fait avec vous. Vous réagissez, vous commentez. Une de vos réactions concerne le reportage que vous avez vu tout à l'heure, lorsque le préfet était sur la voie publique. Et quelqu'un nous dit, il semble que les uns et les autres autour du préfet étaient assez proches. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement des effets de caméra avec les focales qu'on utilise, qui quelquefois donnent l'impression d'une proximité. Pour y être allé, je confirme qu'aucune personne n'a eu de contact physique, ne s'est dit bonjour. Tout le monde parlait d'une manière très calme pour éviter de postillonner. Là encore, les précautions sont prises. On nous pose la question, et là, messieurs, vous pouvez peut-être nous redonner les informations. Le bilan en Normandie aujourd'hui. Il n'y a plus de bilan depuis hier, puisque globalement, le CHU et l'ARS ont décidé qu'aujourd'hui, comme on ne peut plus tester toutes les personnes qui ont eu de la fièvre à partir de 38 et qui présentent des symptômes viraux ou grippaux, peu importe comment ils appellent, donc, comme l'a dit le docteur Saint-Sinéa, du style des courbatures, des maux de tête, un petit peu de toux sèche, un peu de toux grasse. Donc il n'y a plus de chiffres officiels qui sont communiqués aujourd'hui. Donc ça sera l'occasion d'en parler au préfet, parce qu'il y aura forcément une interrogation de la population sur est-ce que c'est un manque de transparence ou c'est quelque part quelque chose, plutôt une vérité, ce que dire qu'aujourd'hui il y aurait 4000, 5000 personnes infectées, on est sûrement très loin du nom. On a des personnes, nous, dans la rédaction de Paris Normandie, qui sont confinées par précaution, puisqu'ils ont de la fièvre depuis quelques jours, donc on a décidé de les placer en confinement, à respecter la 14e réglementaire, sans savoir si vraiment ils sont allés au CHU. Le CHU leur a dit, votre cas ne représente pas une gravité importante, on ne vous fait pas le test. Il n'y a même pas une centaine de tests qui sont réalisés par jour au CHU de Rouen. Donc donner des chiffres aujourd'hui, je pense qu'on donnerait des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité. Donc faut-il les donner ou pas les donner? Je pense que le préfet pourra communiquer dans quelques minutes avec nous sur le sujet, et je pense qu'on communiquera éventuellement sur les cas vraiment d'hospitalisation. Malheureusement, sur les décès qui risquent de se produire. Rappelons qu'il y a eu un décès en Normandie depuis les derniers jours concernant un cas de Covid-19. Merci beaucoup Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris Normandie. On a le président de la clinique Saint-Hilaire en ligne qu'on va prendre tout de suite. Simplement, question des réseaux, les SDF, on les confine comment ? Il n'y a pas de confinement, on a le témoignage, il y a un reportage aujourd'hui dans nos éditions, un SDF d'Yvetot qui raconte son quotidien dans la rue. Et à ce stade, il n'y a pas de confinement obligatoire. Donc, est-ce qu'il y aura des maraudes qui vont être faites par les services de l'État avec les associations qui gèrent habituellement le cas des sans domicile fixe? Habituellement, on a plutôt l'habitude de voir ces maraudes, Anthony, pendant l'hiver. On fait régulièrement des reportages donc dans les cas de grand froid. Question aussi à poser au préfet, est-ce qu'ils vont aussi organiser ce type de ronde, ce type de maraude pour confiner toutes les personnes qui n'ont pas de domicile et qui sont dans la rue aujourd'hui? Une question alors très très concrète. Une personne nous dit, je dois déménager, comment je fais? Eh bien c'est non. Alors, Anthony Cadre. On ne déménage pas. Pour l'instant, il n'y a pas de déménagement possible. C'est un sujet sur lequel on travaille aussi. Alors, oui, on me précise, excusez-moi Anthony, que son bail arrive à échéance ce week-end. Alors, j'étais en ligne tout à l'heure avec des spécialistes immobiliers ils sont un peu dans le flou pour l'instant, mais ils pensent que des décrets vont être publiés en ce sens. C'est-à-dire que tout ce qui court actuellement dans les préavis devrait être prolongé et on ne va pas mettre quelqu'un dehors, effectivement. Juste avant de prendre le président de la clinique Saint-Hilaire, Thierry Rabillet, on nous demande si l'annonce de la société Sanofi, alors encore une fois, vous n'avez peut-être pas la réponse, mais je tente ma chance, cette fameuse annonce de la société Sanofi qui serait sur la voie de trouver un remède. Il y a eu des tests sur un certain nombre de personnes. Vous avez des informations là-dessus? Oui, c'est pas
on va dire que c'est pas un nouveau remède, hein, c'est pas une découverte scientifique. Enfin, c'est un médicament contre le paludisme, hein, je crois. Voilà, c'est un Une antipaludique classique, Ouais. qui est très connu, qui est à base de quinine, qui est utilisé depuis des décennies. C'est un vieux médicament. A priori, il a été testé sur une population cible qui était porteuse du virus. Une vingtaine de personnes, oui. Voilà, les premiers résultats semblent prometteurs. Je dis beaucoup sembleraient, conditionnels. Il faut rester très conditionnel. Beaucoup de prudence. Le laboratoire Sanofi dit qu'il a des stocks pour traiter 300 000 personnes tout de suite, instantanément, et il mettrait à disposition ces stocks de ce médicament-là. Après, il faudra que les infectiologues, les gens qui traitent et qui sont actuellement aussi, on a des laboratoires de recherche en France, hein, le conseil scientifique qui est réuni autour du président de la République et du Premier ministre, ce sont des scientifiques, des chercheurs. Donc on sait que en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, dans tous les pays, des gens cherchent des remèdes. Donc si cet antipaludique a un effet, est efficace, effectivement, c'est peut-être un petit espoir immédiat à court terme puisqu'il est disponible. Après, quant à dire aujourd'hui voilà, que c'est la vérité d'aujourd'hui, qu'effectivement il va permettre de soigner les personnes atteintes, c'est aller un petit peu vite en besogne. Donc il ne faut pas se précipiter. Il faut écouter les choses. Sanofi, c'est un laboratoire sérieux. On a la chance en France d'avoir une industrie pharmaceutique très sérieuse, avec vraiment, qui est en pointe. Donc si des laboratoires comme Sanofi, Pasteur indiquent que ce médicament commence à produire des effets, on est tenté de le croire et de dire oui, effectivement, c'est une belle avancée. Alors, je ne fais pas attendre davantage, nous ne faisons pas attendre davantage Mathias Martin, président de la clinique Saint-Hilaire à Rouen. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, écoutez, le lien se fait naturellement puisque un internaute nous a posé la question de savoir comment fonctionnait le public et le privé à l'heure de la lutte contre le coronavirus. Peut-être vous allez répondre à cette question, bien sûr, mais juste avant, peut-être nous dire en intro comment un patron de clinique privée vit cette époque très particulière. Alors, on est dans les circonstances exceptionnelles, bien entendu, donc on est très mobilisés. Alors très concrètement, Mathias Martin. Voilà. Alors, nous, ce qu'on s'est mis, c'est bien évidemment en cellule de crise et on s'est organisé très très rapidement au regard de la situation pour pouvoir mobiliser les équipes. Et donc, dans un premier temps, on a déprogrammé l'activité telle que ça nous avait été demandé par nos autorités de tutelle dès vendredi dernier. Et ça, c'est vrai pour tous les établissements publics et privés. Donc aujourd'hui, on n'a pas maintenu d'activité programmée en dehors de ce qui pourrait faire perdre des chances aux patients. Et puis, on s'est recentré sur nos missions régaliennes. Bon, donc en attendant, on est prêt à apporter tout notre soutien, bien entendu, à l'hôpital qui est en première ligne face à la pandémie qui nous arrive. Et pour pouvoir renforcer les équipes le cas échéant et surtout pour pouvoir servir de centre de recours auprès de l'hôpital qui lui va réduire ses capacités opératoires. Mathias Martin, peut-être une question pour vous de la part d'Anthony Quindroy ou de Thierry Rabillet? Oui, bonjour Mathias Martin. Bonjour. Donc pour préciser aux gens de la clinique Saint-Hilaire, c'est à Rouen, donc c'est à proximité, vous jouxtez quasiment le CHU. Est-ce qu'on peut envisager aussi, pas forcément, des transferts de malades, des gens qui sont actuellement hospitalisés au CHU de Rouen pour des traitements pour des pathologies autres qu'un symptôme lié au Covid-19 et que vous récupériez dans vos lits qui seraient libres des pathologies autres que le Covid-19 et pour permettre au CHU de traiter les malades qui seraient atteints de ce nouveau virus? C'est l'option la plus probable. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en étroite coordination avec l'hôpital et les collègues des différentes cliniques pour proposer nos services, bien entendu. Le fait d'avoir libéré des lits pour pouvoir accueillir des patients qui nécessiteraient des traitements d'urgence. Donc là, c'est le cas actuellement. Nous continuons à assurer une permanence de soins sur la cardiologie et puis sur la cancéro, mais c'est aussi nos praticiens qui restent à disposition pour pouvoir accueillir et consulter en urgence. Merci. Bon, oui, peut-être une dernière question, Anthony. Oui, non, au niveau des visites des patients, il y a des mesures qui sont prises. Comment c'est vécu par les patients qui, du coup, ne peuvent recevoir personne en ce moment? Au début, ça posait bien entendu quelques problèmes, mais maintenant je pense que la situation est bien entendue. On s'adapte en fonction aussi des circonstances, bien entendu, sur du soin palliatif, on permet encore quelques visites. Pour le reste, il n'y a plus de visites.
Peut-être une dernière question, parce que ça nous revient souvent du personnel soignant des hôpitaux publics et des cliniques privées également en Normandie. Est-ce que vous avez des problèmes pour vous approvisionner en gants, en masques de protection pour les soignants, ou est-ce que vous êtes largement pourvu, vous, à la clinique Saint-Hilaire, ou vous êtes confronté aussi, vous, à cette pénurie? On a des dotations, on a été livré, mais on n'a pas des gros stocks. Donc on est très très prudent sur l'attribution de ces moyens. On sait qu'on doit s'inscrire dans la durée. On a formé le personnel bien entendu et on fait très attention à ce qu'on ne distribue pas trop rapidement nos stocks. Mathias Martin, deux dernières questions parce que nous allons passer... Ce que je peux dire quand même, c'est que les stocks de masques FFP2, vous savez les fameux masques bec-canard, on est très dépourvu en masques FFP2. Donc vous avez surtout des masques chirurgicaux et donc vous attendez quand même des masques type FFP2, voire FFP3 pour assurer une protection vraiment bonne à vos personnels soignants. Absolument. Mathias Martin, deux questions qui nous viennent des internautes. Dans les cliniques privées, la vôtre par exemple, est-ce qu'on a un moyen de prendre en charge des patients en urgence ? Alors oui, on a gardé bien sûr notre personnel opérationnel en astreinte. On est capable de gérer tous les types d'urgences. Après, cette coordination, on est en train de l'assurer avec le CHU. Donc traditionnellement, c'est la mission du SAMU. Nous allons voir, je pense qu'il y a toujours l'accès aux soins, l'accès non programmé vis-à-vis de nos praticiens, vis-à-vis de la médecine libérale, et puis une régulation qui va se gérer au niveau du centre 15. Allez, dernière question. Est-ce que, on nous demande sur les réseaux, est-ce que les médecins qui officient en privé, les médecins de ville, peuvent prêter main forte aux établissements de santé, qu'ils soient privés ou publics? Alors ça, bien entendu, les médecins sont réquisitionnables et puis les médecins anesthésistes sont en mesure de pouvoir apporter un soutien à leurs collègues du public. Merci beaucoup Mathias Martin d'avoir passé ce moment en direct avec nous. Merci aussi d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu aux questions des internautes qui, on le voit, sont nombreuses. On vous remercie encore et on vous souhaite une bonne journée. Et on vous propose un petit sujet qui a été réalisé hier après-midi. La ville était déserte déjà, en tout cas pour la plupart des quartiers. Et puis voilà, notre caméra est allée au contact de quelques Rouennais et pendant ce temps, on établit le contact duplex avec monsieur le préfet. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des habitants de Rouen pour savoir comment ils vivent les nouvelles mesures gouvernementales. Mardi 17 mars 2020, il est 14h30. Allons voir ces quelques personnes qui y sont encore. Alors pour sortir de chez soi, il faut une attestation au jour le jour. Il s'agit d'une attestation de déplacement dérogatoire avec un certain nombre d'autorisations et notamment déplacement pour effectuer des achats de première nécessité dans les établissements autorisés. Si vous avez un animal, et moi j'en ai un, j'ai une petite chienne, il vous faut une autre attestation disant grosso modo que ce déplacement est lié aux besoins naturels de l'animal de compagnie. Et voici l'attestation que j'ai rédigée et qu'il me faudra rédiger chaque jour. Ma femme étant de santé fragile, cela fait plus de 10 jours qu'elle est confinée à la maison. Tandis que certains sortent uniquement pour promener leur chien ou faire les courses, certains, dans leur cadre de leur travail, sont obligés, comme les livreurs de repas à domicile. On a une attestation en fait avec notre numéro de siret qui nous dit en fait qu'effectivement on est là pour faire de la livraison à domicile. Il y a beaucoup moins de gens dans les rues. Ouais, par contre l'attestation il faut l'avoir, c'est obligatoire. Voilà. Il y a moins de commandes justement. On a une baisse de chiffre d'affaires, non pas parce qu'il y a en fait les clients qui commandent moins, les clients souhaiteraient commander autant, sauf qu'en fait il y a beaucoup de restaurants qui perdent du chiffre d'affaires et je dépose effectivement en fait les colis en fait en pied de porte pour ne pas qu'il y ait de contact. Voilà. En fait aujourd'hui ils nous demandent de faire de la livraison sans contact. Cette situation n'est bien sûr pas ordinaire. Comment le vit-on dans les bars et dans les restaurants? C'était hyper soudain, nous on a commencé le service à 17h samedi et puis à 20h la nouvelle est tombée qu'on devait fermer l'établissement à minuit, donc on s'est adapté, on
On a mis un post sur Facebook, on a mis toutes les bières en happy hour et puis on a fait la fête comme on a pu, quoi. On a essayé de garder le moral. Le lendemain, on a tout fermé, on a tout clôturé, on a tout nettoyé et puis on attend la reprise avec impatience. Je trouve qu'il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. Hein. Soit il fallait tout bloquer, soit il fallait rien faire, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Après, est-ce que les gens vont respecter, est-ce que les gens vont en abuser? On ne sait jamais. Je suppose ce qui va se passer. Nous sommes en ligne avec Pierre-André Durand. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre en direct sur le plateau de PNTV pour cette spéciale. C'est le numéro 2. Aujourd'hui, on a débuté cette session d'information en direct avec les internautes hier. Ça s'appelle Ligne ouverte et vous y participez et on vous en remercie beaucoup. On était à vos côtés hier, place Cauchoise, vers 14h30. On a montré le sujet tout à l'heure. Comment vous avez vécu ce moment? Qu'est-ce que vous en avez retiré comme constat personnel? Bien écoutez, d'une manière générale, quand même beaucoup de civisme, je trouve. Je considère effectivement que les instructions sont dans l'ensemble bien appliquées pour ce qui concerne les commerces, notamment tous ceux qui ne sont pas autorisés à ouvrir, et puis bien appliquées aussi concernant les circulations de nos concitoyens, où là aussi on voit de manière assez nette les circulations se réduire. Monsieur le préfet, bonjour, Anthony Quindroy. Merci effectivement d'être avec nous en direct pour ligne ouverte. Une petite question quand même concernant l'organisation des marchés. Qu'en est-il exactement? Ils sont autorisés? Ils sont interdits? Très clairement, les marchés sont autorisés. Il va y avoir une petite restriction que nous sommes en train de formaliser concernant tout ce qui est non alimentaire. Mais en tout cas, tous les marchés, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural, etc., sont évidemment autorisés. Il y aura peut-être un peu plus de vérification que d'habitude, notamment pour ce qui est du nombre de personnes. Comment vous allez vous organiser à ce niveau-là? Là, si vous voulez, ce qui est demandé par exemple, sur le civisme de nos concitoyens, c'est que... Allô? Oui. Oui, pardon. C'est que, effectivement, nos concitoyens soient attentifs, effectivement, à respecter tous les gestes barrières, les bonnes pratiques, essayer de ne pas s'agglutiner devant un étal, etc. D'essayer de respecter toujours cette distance d'1 mètre, qui est une distance qui est recommandée. Bon, puis évidemment, les gestes habituels, ne pas se serrer les mains, ne pas s'embrasser, etc., etc. Mais en tout cas, pour les marchés alimentaires, nous allons les maintenir ouverts. Voilà, je compte sur les maires aussi, on va leur expliquer pour voir peut-être, quand c'est possible, à espacer les étals. Mais il est important que pour l'alimentation, que nos concitoyens puissent s'approvisionner dans de bonnes conditions. J'ajoute que c'est aussi un débouché important pour nos agriculteurs. Monsieur le préfet, là, pendant qu'effectivement vous étiez en train de nous donner ces explications, moi j'ai une réaction d'un internaute qui est coureur cycliste et qui nous dit « Je suis coureur cycliste, est-ce que je peux faire du vélo seul en campagne ?» La réponse est oui. Alors, s'il est seul, il peut faire du vélo en campagne et s'il est parti de son domicile. Oui, il précisait seul, il précisait « Je suis seul ». Oui. Voilà, donc s'il est seul en partant en vélo de son domicile, il peut faire du vélo muni évidemment de son attestation. On parlait tout à l'heure du manque de civisme de certains. Qu'est-ce que ça vous inspire là, quand on évoque un barbecue géant organisé du côté d'Elbeuf, voilà, ce genre de choses? Est-ce que vous pensez que l'augmentation aujourd'hui des amendes va en dissuader plus d'un? Et est-ce que vous allez renforcer, il y a eu beaucoup de pédagogie hier, mais est-ce que vous allez renforcer peut-être le côté restrictif des choses dans les jours à venir? Très clairement, oui. On ne peut pas avoir une majorité de la population qui serait civique, attentif aux règles, et puis des comportements individuels qui feraient fi de ces règles d'intérêt général, qui sont motivées, faut-il le rappeler, par des considérations de santé publique qui visent à nous protéger toutes et tous.
Donc bien sûr que les actions répressives seront beaucoup plus marquées. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs au journal officiel de ce matin, le montant de l'amende a été rehaussé à 135 €. Donc oui, il y aura bien sûr des sanctions. Sur l'affaire Delboeuf, c'est une action délibérée qui a été montée, une provocation à l'égard des forces de l'ordre en marge d'une cité. Et nous allons y être particulièrement attentifs, bien sûr. Il y a pas mal de gens qui nous questionnent sur la relation à leurs animaux domestiques. Est-ce qu'on peut considérer que les animaleries font partie Alors les animaleries font partie très clairement des commerces qui peuvent rester ouvertes. En fait, quand vous prenez la liste des commerces qui sont autorisés, qui peuvent continuer de fonctionner, c'est une liste qui est assez importante. Vous avez tous les commerces d'alimentation, toutes les pharmacies, bien sûr, nombre de commerces de réparation de matériel informatique, les garages, les pressings, voilà. Et il y a aussi, bien sûr, tous les commerces d'alimentation et d'entretien des animaux. Donc les animaleries peuvent rester ouvertes, de même que nos concitoyens qui sont propriétaires d'un animal de compagnie peuvent bien sûr le sortir autant que nécessaire. Ils doivent le faire, par contre, là aussi, en sortant de leur domicile, non pas en prenant la voiture pour aller ailleurs, et ils doivent être munis, toujours pareil, de l'attestation réglementaire. Deux questions, Monsieur le Préfet. La première concernant l'approvisionnement des hôpitaux, des cliniques, des médecins en masque. Est-ce que vous avez des informations là-dessus sur des dates? Alors c'est l'Agence régionale de santé qui est à la manœuvre. Les choses avancent très très fortement aujourd'hui puisque le déploiement dans les pharmacies est en passe de s'achever. Il est encore en cours ça et là. Et il est vraiment à destination des professionnels de santé. Je rappelle que dans la vie courante, dès lors que l'on respecte justement toutes ces consignes de confinement, que l'on limite les contacts et les déplacements, les masques ne sont pas utiles. Les masques sont utiles pour les professionnels de santé qui sont en contact avec des malades. Et donc, justement, ces masques, il faut les réserver à ces professionnels que nous devons tous soutenir. Une question d'ordre très pratique qui est revenue assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Deux personnes confinées ensemble, peuvent-elles sortir faire du sport ensemble ? C'est très basique, mais... Oui, effectivement, c'est très basique. Écoutez, j'aurais tendance à vous dire oui, mais je serai quand même assez prudent là-dessus, puisque le but de l'opération, c'est de ne pas croiser. C'est un petit peu ce qu'on a vu ce week-end dans les jardins publics, où on voyait de nombreux couples ensemble qui étaient, c'était à Paris, qui étaient dans des espaces assez proches. Je dirais que si on est en zone rurale, un couple confiné ensemble qui est capable de démontrer qu'il habite au même endroit et qu'il est confiné au même endroit, c'est sans doute quelque chose qui peut s'envisager. Si ce n'est pas le cas, évidemment, ça n'est pas praticable. Si c'est l'ami confiné qui veut voir, je ne sais pas, son ami qui habite à un autre endroit qui est aussi confiné, qui se retrouve, ça ne me paraît pas possible. Dernière question, Monsieur le Préfet, et merci de passer ce temps avec nous sur Ligne Ouverte sur PNTV. Dernière question relative à l'économie. L'État en région, c'est aussi la relation à l'économie, bien évidemment. On nous pose beaucoup de questions sur le rôle qui est le vôtre par rapport aux entreprises qui nous entourent ici sur notre territoire. Alors, sur l'économie, la situation, évidemment, appelle beaucoup de vigilance. D'abord, moi, je voudrais rappeler qu'il faut que l'économie continue de tourner, c'est-à-dire que tous les commerces qui sont indispensables, c'est-à-dire ceux qui figurent dans la liste annexée à l'arrêté du 14 mars, et qui sont indispensables à la poursuite de la vie de la nation, doivent continuer de fonctionner, d'une part. D'autre part,
pour toutes les grandes entreprises, les chantiers de bâtiments et de travaux publics, toutes les entreprises pour lesquelles il n'est pas possible de fonctionner en mode dégradé, pour lesquelles il n'est pas possible, par exemple, de mettre en place le télétravail. Ces entreprises continuent de fonctionner. Simplement, il est évidemment recommandé, il faut que les employeurs soient attentifs à ce que leurs salariés puissent bien pratiquer les différents gestes barrières. C'est-à-dire qu'on peut continuer de travailler, mais on doit un petit peu changer les process. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'attestation, la dérogation à l'interdiction de circuler prévoit bien une case pour se rendre à son travail. Se rendre à son travail, ça peut viser aussi bien la liste de commerces que je citais, que en dehors de cette liste, toutes les entreprises pour lesquelles il n'existe pas de possibilité de fonctionnement en mode dégradé, premièrement. Deuxièmement, il y a des mesures qui ont été mises en place par l'État. Le Premier ministre les a rappelées hier, de l'activité partielle, ce qu'on appelle communément le chômage partiel, des étalements de charges sociales, de charges d'obligations fiscales. Donc tous ces dispositifs sont évidemment en place. Et en Normandie, nous avons, avec le président Morin, pris une initiative particulière, c'est-à-dire avoir une collaboration très étroite entre l'action de l'État et l'action des régions au titre de leurs compétences de développement économique, avec un partage des informations, c'est-à-dire nous enregistrons une entreprise par exemple qui a une difficulté, appelle ou la région ou l'URSSAF ou la DDFIP, enfin peu importe l'interlocuteur qu'elle joint, elle n'a pas en quelque sorte de questions à se poser, son problème sera enregistré et une réponse lui sera apportée. Et grâce à cette plateforme commune État-région que nous avons mis en place, nous pourrons même l'orienter sur peut-être tel ou tel autre outil plus adapté à ses besoins. Juste Tout peut-être, cela, oui. sans préjudice, j'y insiste, d'annonces, voire de nouvelles annonces qui pourraient intervenir de la part du gouvernement, puisque nous sommes dans une situation totalement hors norme. En tout cas, cette collaboration État-région est très importante. Il y a par exemple un positionnement des régions qui vont fournir 250 millions d'euros au Fonds national de solidarité. Voilà. Oui. Et j'ajoute qu'il y a aussi des catégories très en difficulté que peuvent être les indépendants qui pourront bénéficier rapidement d'une première aide d'urgence de 1 500 €. Voilà. Mais le dispositif là n'est pas encore totalement stabilisé, en tout cas dans ses modalités de distribution. Deux questions très simples, une réponse très simple et très brève si vous pouvez. Est-ce que les salariés qui sont au chômage partiel aujourd'hui toucheront bien 100% de leur salaire ? Alors, les salariés qui sont en chômage partiel, oui, devraient toucher 100% de leur salaire, avec toutefois un plafond à 4,5% du SMIC, 4,5 fois le SMIC. Voilà, pardon. Donc, ce qui amène aux alentours de 5 500 € à peu près. Voilà, jusqu'à ce seuil-là, effectivement, il y a eu une bonification de l'activité partielle pour qu'elle puisse toucher tous ces salariés. Et la deuxième question, pour les entreprises qui vont être aidées, on sera sur des calculs qui se font par rapport au chiffre d'affaires de N-1. Comment ça va se passer pour ceux qui venaient de lancer leur activité ? Alors là, très franchement, je n'ai pas là une réponse à cette question précise, mais voilà, je pourrais vous la faire communiquer. Et la situation va évoluer. C'est vrai que comme vous l'expliquiez tout à l'heure, on est face à une situation exceptionnelle, donc il y a des décisions qui sont prises. Qui bouge de jour en jour. Voilà. Chaque jour qui passe, parce que nous sommes confrontés vraiment à une situation hors norme, à des problèmes nouveaux qui surgissent ça et là, eh bien cela impose au pouvoir public
d'apporter des réponses ou de construire des réponses adaptées à la situation. On a bien sûr de très très nombreuses questions sur des cas professionnels très variés. On en a un, vous qui nous les avez posés, on ne vous oublie pas puisque on a juste après, on va avoir une liaison en direct avec le président de la CPME. On va parler des petites entreprises. Monsieur le préfet, Pierre-André Durand, merci beaucoup d'avoir passé ce temps en direct et on vous souhaite une bonne journée. Et évidemment, je me permets de vous préciser, comme la situation évolue régulièrement, il vous serait peut-être appelé à être réinvité sur ce plateau. Oui, mais avec plaisir, pas de difficulté. Très bien. Donc merci à vous en tout cas. À bientôt, monsieur le préfet. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et puis pour faire le lien avec l'activité économique, puis on ira au Havre aussi avec Christophe Préteux, eh bien, regardez, c'est un petit sujet qu'on a fait hier. On est allé porter la caméra et le micro au contact d'une poissonnerie. Contact de loin quand même. Cette première journée, écoutez, ce matin ça a été jusqu'à midi, le couvre-feu. Après, ça a été un petit peu plus difficile. Les gens devaient avoir des autorisations pour sortir. Et tous mes clients que j'ai eus ont fait des approvisionnements pour quelques jours. Alors les valeurs sûres de congélation, saumon, cabillaud, d'autres cabillauds, des filets. Ils comprennent très très bien la situation car ils sont conscients que c'est dangereux. Non, on n'a pas d'anxiété, on a confiance. On a confiance, on a fait les distances de sécurité, les 1 mètre entre l'étal et le client. Et on demande un paiement plus par carte bancaire sans contact. Alors la filiale poisson, c'est un peu plus compliqué pour elle. J'ai déjà des fournisseurs qui nous ont prévenu que fin de la semaine, il y en a qui ont envisagé de fermer, car par rapport au volume de poissons qu'ils doivent travailler, qui est vendu, et par rapport à leur entreprise, il y a un trop décalage et ils préfèrent mettre les gens à l'arrêt. Les petites entreprises continuent à travailler. Les entreprises qui ont 5-6 salariés sont présents. L'avenir, moi, en tant que chef entreprise, j'espère que les marchés Samar vont rester maintenus. Si ceci n'est pas maintenu, on va baisser la voilure. Donc dans ces cas-là, tous mes extras du week-end, ils vont rester confinés chez eux. Voilà des sujets qui sont très 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 concrets, la vie quotidienne des commerçants et dans leurs relations avec leurs clients. On est en ligne avec Christophe Préteux. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Christophe Préteux, vous êtes journaliste à Paris Normandie et vous êtes le responsable de la rédaction du Havre. Alors oui, je disais, on va au Havre, ville portuaire, ville qui porte habituellement une certaine énergie, une belle énergie, je dirais même. Alors, elle en est où cette énergie aujourd'hui ? Cette énergie, elle est comme partout, elle est très ralentie. Et vous parliez de ville portuaire, s'agissant de l'activité maritime et portuaire du Havre, celle-ci se poursuit, alors en mode évidemment dégradé, c'est évident, c'est valable aussi pour le port de Rouen d'ailleurs. Les bateaux continuent à arriver, les bateaux continuent à partir, mais à un rythme qui n'est absolument pas celui auquel on est habituellement, celui qui est l'habitude. Il faut savoir que les manutentionnaires, les ouvriers dockers, toutes les personnes qui travaillent sur les zones logistiques sont soumises à des contraintes particulières sur un plan sanitaire par rapport à la problématique du coronavirus. Alors ça complique évidemment la tâche des entreprises manutentionnaires, ça complique le travail des ouvriers dockers, ça complique aussi la tâche des transporteurs et ça rend la vie professionnelle des logisticiens, elle aussi, un peu difficile. Alors, alors, quant à la vie quotidienne, la vie quotidienne de monsieur et madame tout le monde, les rues du Havre, est-ce que c'est l'équivalent de ce qu'on a montré pour les rues de Rouen, par exemple ? Oui, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que les rues du Havre, en plus, qui sont un tout petit peu plus larges que celles de Rouen, apparaissent encore plus vastes et encore plus vides, dirais-je, avec les mesures de confinement qui sont
semble-t-il, plutôt bien respecté. On voit quelques personnes aller et venir avec leur attestation pour aller faire des courses, pour d'autres aller se rendre à leur travail. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir en matière d'activité et de trafic à ce que l'on a l'habitude de remarquer dans nos rues. La ville est étonnamment calme, encore beaucoup plus calme qu'un dimanche matin, il faut bien le dire. Justement, dimanche, Christophe, bonjour, Anthony Paris-Normandie. Dimanche, c'était le premier tour des élections. Le second tour est reporté. Les candidats, à vrai, comment ils vivent ce report? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Ce qu'il faut savoir, c'est que hier matin, les listes la liste d'Édouard Philippe, qui s'appelle Le Havre, et la liste Un Havre citoyen de Jean-Paul Lecoq, donc le candidat, le député communiste du Havre qui est en position de se maintenir au second tour contre le Premier ministre. Ces deux listes, elles ont été déposées, comme il était prévu qu'elles le soient, en sous-préfecture. En ce qui concerne les candidats, vous comprendrez que je n'ai pas eu beaucoup de facilité à recueillir les confidences du Premier ministre sur le dépôt de sa liste hier. Il est un petit peu occupé sur autre chose en ce moment. Mais s'agissant de Jean-Paul Lecoq, avec lequel nous avons eu contact, notamment après l'annonce faite par le président de la République du report de l'élection municipale du deuxième tour du 22 mars au 21 juin, Jean-Paul Lecoq lui a pris acte de ça, dit que c'est une mesure qui est sage, que c'est tout à fait normal, que le pays a bien d'autres préoccupations bien plus stratégiques et importantes en ce moment avec cette terrible crise sanitaire. Donc c'est bien perçu. C'est bien perçu. Néanmoins, Jean-Paul Lecoq dit une chose, il dit on a bien noté le 21 juin, le Parlement fera son travail, la loi va être modifiée, comme je vous le dis, il est lui-même parlementaire, mais il dit, attention, on parle du 21 juin, il ne faudrait pas que ça soit reporté encore des semaines et des semaines et des semaines après. Mais tout ça, comme vous le savez, ça dépend surtout du coronavirus. Merci beaucoup Christophe Préteux. Nous étions donc avec vous au Havre et puis demain, après-demain, les jours suivants, nous irons dans les différentes parties du territoire. Nous irons à Neuchâtel, nous irons à Fécamp, nous irons à Bernay, nous irons à Évreux, nous irons à Dieppe également. D'ailleurs, restez avec nous parce qu'on va finir là dans 5-10 minutes. On va vous montrer une petite vidéo justement qui nous vient de Dieppe et on s'apercevra que les internautes sont créatifs, notamment pour fabriquer des masques et c'est du do-it-yourself. Ça vous plaît ça, Anthony, le do-it-yourself? Oui, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. On est en train d'établir la ligne et pour terminer, toujours sur ces thématiques économiques qui sont absolument prioritaires, en particulier pour les toutes petites et les petites entreprises. On établit la ligne avec le président Normandie de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Anthony, on avait une proposition d'un internaute, ou d'une, je ne sais plus, tout à l'heure, qui nous disait est-ce qu'on ne pourrait pas faire, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de faire comme en Italie, tous les soirs, à une certaine heure, d'ouvrir nos volets, nos fenêtres et de se mettre à fêter, chanter en faveur, en soutien au personnel soignant? Alors, vous dire ce serait une bonne idée ou pas, personnellement, je pense que effectivement le personnel soignant mérite qu'on les encourage et qu'on les soutienne. Maintenant, effectivement, ce sont des initiatives populaires qui peuvent être tout à fait bien prises. Et sympathiques. Et sympathiques, voilà. Il faut trouver dans ces moments de confinement des façons aussi de retrouver peut-être des moments de simplicité, de joie simple en fait. Oui, aussi, puis de renouer. Alors, c'était peut-être un peu maladroit quand le président de la République en a parlé, mais je pense qu'en disant il faut aller vers son voisin, voilà, peut-être que pour les personnes qui habitent les uns sur les autres, entre guillemets, aller vers son voisin, ça peut être ouvrir la fenêtre et puis aussi amorcer la discussion comme ça. Réaction aussi de personnes qui nous suivent, cette fameuse razzia dans les points d'alimentation, dans les hyper, dans les supermarchés. Les gens se demandent quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça dépend du civisme des gens. Il faut juste qu'on n'oublie pas que les magasins sont livrés. Donc il va y avoir des pâtes, il va y avoir du riz, il va y avoir de l'huile, il va y avoir du sucre, de la farine. On aura des produits, on aura de quoi manger. On ne va pas mourir de faim. Donc ça ne sert à rien de se jeter ni sur les produits longue conservation, ni sur le papier toilette comme on a pu le voir. Il faut un peu de discipline et du civisme. C'est un peu la base. Voilà, pour terminer ce programme, avant de vous passer cette petite vidéo assez créative que je vous ai promise tout à l'heure, on est avec Xavier Prévost, c'est le président pour la Normandie de la CPME, le syndicat patronal qui regroupe de très nombreuses petites et moyennes entreprises. Bonjour Xavier Prévost.
Bonjour monsieur. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce thème de l'économie. Il y a plein de questions qui se posent. On a envie de prendre le pouls là, de celui qui a un poste d'observation assez privilégié sur toutes ces petites boîtes, hein, pour parler simplement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire très concrètement de ce que vous observez, vous, à la CPME? Très concrètement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu deux phases. Il y a eu la phase de la semaine dernière avec beaucoup d'inquiétudes, notamment de la part d'entreprises qui étaient concernées par le tourisme, l'événementiel, etc. Et puis aujourd'hui, on est passé à une deuxième phase qui est plutôt une phase de questions, effectivement, sur les modalités très concrètes de mise en œuvre des aides et des soutiens. Alors justement, beaucoup d'appels. Ouais, excusez-moi, ça me permet de faire un enchaînement assez direct. On avait tout à l'heure, et j'ai pas oublié, hein, si vous êtes toujours avec nous du côté des réseaux sociaux, vous allez pouvoir le constater. On nous pose une question, alors je sais pas, allez-vous pouvoir répondre. On nous dit: ma femme est gérante salariée en esthétique, est-ce qu'elle peut bénéficier de mesures d'aide? Ah ben moi je pense qu'à partir du moment où elle est salariée, elle doit pouvoir bénéficier du chômage partiel. Nous on a des questions, on a eu 224 questions très directes en 2 jours. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de toutes ces petites entreprises? Alors par exemple, des questions sur la fermeture des entreprises. Qui est concerné concrètement? C'est très simple lorsqu'on a la liste effectivement qui a été diffusée sur les commerces, mais il y a plein d'entreprises qui se posent la question: mais moi, est-ce que je suis concerné? Est-ce que mon entreprise rentre dans le champ? Est-ce que je suis dans la réglementation des déplacements? Enfin, des choses... Bah oui, vous voyez, Xavier Prévost, par exemple, hier, sur ce même plateau en direct, on avait quelqu'un, manifestement une entreprise de maçonnerie, qui nous disait: on est 3, est-ce qu'on peut continuer à aller travailler sur nos chantiers? Alors, moi, je pense qu'il y a 2 réponses à cette question-là. La première réponse, elle est au niveau du maître d'ouvrage. Qu'est-ce que le maître d'ouvrage a décidé? Est-ce qu'il reçoit sur son chantier ou pas? Et la deuxième réponse, elle est au niveau du chef d'entreprise. Est-ce qu'il estime, oui ou non, qu'il y a un danger de propagation? Alors, d'autres questions très simples, très pratiques, très concrètes. Juste quand même par rapport à ça, il faut que les chefs d'entreprise sachent bien que s'il y a un maintien de l'activité avec déplacement, ils doivent nécessairement remplir un justificatif de déplacement. Les fameuses attestations dérogatoires. L'attestation est pour l'individu, mais l'entreprise, elle, doit justifier du déplacement et communiquer à son salarié une justification de son déplacement. Donc, est-ce qu'elle peut fournir, cette entreprise, une attestation permanente? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est mis en place? J'ai l'impression que c'est une autorisation qui est journalière, qui doit être adressée et associée à la fameuse attestation de déplacement dérogatoire. Il y a 2 documents, un qui s'appelle justificatif de déplacement professionnel, rempli par l'entreprise, et un qui s'appelle attestation de déplacement dérogatoire, rempli par le collaborateur lui-même. D'accord. Peut-être des questions? Oui, on nous dit sur les réseaux, Xavier Prévost, vous voyez, pendant qu'on échange avec vous, un grand merci à tous les caissiers et toutes les caissières dans les points de vente. Vous avez aussi parmi vos adhérents, j'imagine, des petits points de vente alimentaires? Oui, absolument. Absolument. Moi, je voudrais aussi rejoindre ce qui vient d'être dit. Je trouve qu'il y a une vraie solidarité dans les équipes, hein, dans nos TPE, PME. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont réunies avec leurs collaborateurs, avec des décisions qui ont été prises en commun, avec une vraie solidarité, encore une fois, et des employeurs et des salariés. Et je pense que c'est à noter. C'est vraiment à noter ce mouvement un petit peu participatif, hein, qui fait que, eh bien, les décisions ont été prises en commun et toujours dans le bon sens. Oui, et puis des manifestations de solidarité et de remerciements aussi, vous voyez, nouveaux messages. Merci aussi à tous ces vendeurs, vendeuses, notamment en boulangerie, qui passent leur temps à recevoir beaucoup de monde et puis à essayer de se protéger le mieux possible. Nathalie, qui était avec nous aussi, bonjour Nathalie, elle se qualifie de la plus fidèle des directs de PNTV, je pense que c'est vrai d'ailleurs, et elle nous dit: n'oublions pas tous ceux qui assurent encore le service de ramassage des ordures, des poubelles, et puis les aides à domicile aussi. Un mot tout de même, Xavier Prévost, concernant les aides qui vont être débloquées par l'État. Est-ce que ça vous semble, pour le moment en tout cas, suffisant, ou est-ce qu'il faudrait aller plus loin, interdire les faillites peut-être, interdire les licenciements, que sais-je encore? Très sincèrement, faut quand même prendre la mesure de ce qui a été annoncé. C'est quand même un soutien qui est vrai, qui est réel. Donc là, il faut quand même reconnaître ce qui est aujourd'hui, ce qui a été annoncé est quand même très important. Après, je crois qu'il sera un temps dans les semaines à venir, effectivement, pour répondre à votre question des faillites. Moi, j'ai entendu le président, j'ai entendu le Premier ministre, j'ai lu les déclarations du ministre de l'économie, qui est bien de dire aucune faillite liée au Covid-19. Donc, on verra bien ce qui est mis en place.
il y a un vrai engagement de l'État. Je crois qu'il faut quand même qu'on le reconnaisse. Enfin, moi, en tout cas, nous le reconnaissons. Et encore une fois, on verra par la suite. Il y a des choses qui existent, il y a des zones de flou. Par exemple, on parle effectivement de ce fameux fonds de solidarité. Moi, je trouve que c'est intéressant, mais je n'ai pas compris tous les contours de ce fonds de solidarité. J'ai compris l'urgence des 1500 €, j'ai compris qui était concerné. Concernant les faillites et votre question, je crois qu'il y a, enfin, je comprends qu'il y a une zone de flou. Je ne sais pas trop comment ça va se passer dans les semaines qui viennent. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Xavier Prévost, tous les médias nationaux emploient le terme de faillite. En réalité, on ferait mieux de parler, je pense, de disparition d'entreprise ou de liquidation, parce que faillite, je crois que c'est un terme de sanction pénale. Tout à fait. Bon, voilà, ça c'était pour... Juste quand même, le ministre de l'économie parle d'un dispositif prévu anti-faillite. Donc il emploie lui-même le terme. Il emploie effectivement lui-même le terme. Dernière question, Xavier Prévost, pour ne pas vous retenir trop longtemps. Question simple, peut-être réponse courte. Sur les réseaux, on nous pose la question, qu'en est-il des indépendants non salariés ? Eh bien, c'est exactement ça. Les indépendants non salariés qui ne peuvent pas avoir d'activité, qui ont une activité en baisse de 70% de leur chiffre d'affaires sur le mois, ou qui ont une zéro activité, de par leur activité, peuvent faire appel à ce fameux fonds de solidarité. Voilà. Et par ailleurs, qui se rapprochent également de l'URSSAF. Je posais la question tout à l'heure au préfet qui n'avait pas encore, en tout cas, la réponse en tête, mais peut-être vous, avez-vous plus d'informations pour ces personnes qui n'avaient pas d'activité l'année dernière et qui se sont lancées cette année? Est-ce qu'ils pourront bénéficier de cette aide? Je n'ai pas de réponse parce qu'effectivement, la réponse ça fait partie des flous. La réponse du ministère, c'est un comparatif entre le chiffre d'affaires de cette année et celui de l'année dernière. Donc on est encore dans une zone de flou à ce niveau-là. Sauf s'ils sont concernés par les activités qui sont fermées, qui ont été décidées d'être fermées. Merci beaucoup Xavier Prévost, président de la CPME Normandie. Et puis, comme le dit traditionnellement Anthony Cadroy, on aura peut-être l'occasion de vous retrouver de temps en temps pour repréciser un certain nombre de choses, parce que nombreuses sont les questions de ceux qui sont à la tête des petites structures. Et ça tombe bien parce que c'est justement, si je puis dire, le fonds de commerce de la CPME. Merci à vous. Et puis on se quitte en image, Anthony. Eh bien oui, vous aimez le do-it-yourself, c'est-à-dire fabriquer soi-même. C'est peut-être un Vous n'allez pas étaler toute ma vie privée devant les millions d'internautes qui nous suivent. Mais j'en ai sur votre vie privée, j'en ai beaucoup. Bon, voilà, écoutez, on se quitte sur un ton un peu plus léger, ça fait pas de mal. Regardez, on se quitte en image, on vous dit au revoir et à demain midi, toujours en direct pour Ligne Ouverte. On se quitte en image, disais-je, voilà, ce petit sujet de 3 minutes en image qui nous vient de Dieppe. C'est du pratico-pratique, voilà, ça traduit bien la créativité de tous ceux qui essaient de s'adapter à cette période très très difficile qu'on vit. On est très heureux de faire ce rendez-vous avec vous et on vous dit à demain. Ciao Anthony. À demain, merci Sylvain et merci aux internautes et restez chez vous. Il est 7h moins le quart. Faut que je me dépêche d'aller faire les courses, moi. T'as une attestation pour passer? Oui, je l'ai dans mon sac. Ah, cool, parfait. Et un masque? Ah non, j'ai pas de masque. Ah, bah il te faut un masque. J'en ai pour 2 minutes. Tu vas faire quoi? T'es sérieuse là? Tu vas faire un masque en 2 minutes? Oui, regarde, il suffit juste d'avoir des cotonnades. J'en ai plein de stock, tout ce qu'il faut. Tu fais un rectangle de 21 par 19, 2 bouts d'élastique de 30 cm et c'est parti. Je vais faire un point zigzag sur la machine pour éviter que ça s'effiloche comme on va laver le masque. J'en ai pour 2 secondes. Alors là, maintenant, tu vois, j'ai fait le point zigzag. Je vais juste faire, dans le sens de la largeur, 2 petits ourlets. Mais vraiment simple. Tu rabats et... Puis alors moi, je m'enquiquine pas à épingler, là, juste là sur ça. Tu prends tes doigts, t'écrases, et puis là, je vais piquer. Donc là, en fait, c'est juste la phase la plus importante, qui pourrait paraître la moins simple, mais je calcule même pas les écarts pour faire les plis. Je fais les plis directement, manuellement. Hop, il faut juste que tu penses à avoir les épingles à côté, mais c'est quand même pas compliqué. Voilà, un de ce côté. Alors, tu peux faire, ça dépend si tu fais un masque pour les enfants, tu peux faire que 2 plis, et après, ça dépend de la taille du masque. Là, c'est un masque adulte. Tu le raccourcis si c'est pour un enfant. Bref, moi je vais faire 3 plis ici.
Donc là, en fait, il me reste plus qu'à mettre les élastiques. Alors, la façon la plus simple, moi j'ai des petits élastiques ronds comme ça, j'ai pris donc 2 x 30 cm. Et alors moi, j'essaye pas de passer avec une épingle à nourrice. Carrément, je vais le mettre comme ça, je vais passer directement à la machine. Là, il faut juste faire attention de pas coudre l'élastique, mais bon, ça paraît logique. Alors, l'avantage d'avoir pris du fil élastique comme ça, j'ai pris 2 bandes de 30 cm, c'est qu'il est réglable. Donc tu fais juste un nœud et tu testes. Et puis tu coupes le petit morceau qui dépasse. Bon, allez, ça y est, maintenant je suis prête. J'ai mon attestation et mon masque. Elle est trop forte. Incroyable. 5 minutes et demie.